ومولانا وابا يا سيدي بابا ويربح من الصلاة على النبي ويا بابا ويا سيدي رضوان الله تعالى دنيا غرارة ويانا دنيا غرارة ويا بابا سيدي بكي والنادي وهي الولي أني كرميت العار هيا مولا الأمان Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là pour cette rencontre du Salon littéraire du Grand Café de la Poste. Ce soir, la rencontre est avec Abdelghani Fennan. Abdelghani, tu es enseignant-chercheur à la Faculté de Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech. Tu es poète et essayiste. Tu écris de la critique littéraire et de la critique de la photographie. Tu as écrit un texte qui dit « Ce qu'on demande aux poètes aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'apporter sa sensibilité, c'est-à-dire son corps, à la poésie, mais d'être en quelque sorte comme Robinson Crusoe. » Veux-tu commenter ce mythe de Robinson? Bonsoir, je remercie d'abord Juan de m'avoir proposé pour cette rencontre. Et je le remercie pour la constance de l'amitié dans l'amitié, parce que cela fait plus de maintenant 3 ans qu'on se connaît, on a fait pas mal de choses ensemble. Et je remercie aussi le Café de la Poste, parce que l'histoire retiendra que le Café de la Poste a invité Edgar Morin, invité Leila Chérine, invité Tariq Ben-Jelloun. Et elle a invité aussi des écrivains qui commencent à exister. Et si ces écrivains se confirment dans l'avenir, ça va être aussi l'histoire aussi du Café de la Poste. Et je remercie les gens qui se sont déplacés pour assister à cette présentation. Et effectivement, par rapport à... je pense que Robinson Crusoe, il présente beaucoup de ressemblances avec le poète, en tout cas de mon point de vue. Parce que Robinson Crusoe, c'est un fugueur, c'est un naufragé, c'est quelqu'un qui agit contre la volonté de ses parents. Mais le plus important, c'est que Robinson Crusoe se trouve accidentellement sur une île, et cette île s'appelle dans le roman l'île du désespoir, Despair Island. Et il était obligé, en homme civilisé qu'il était, de refaire sa vie avec les moyens de bord. Donc, au lieu d'habiter une maison, il va habiter une grotte, il va créer un calendrier sur du bois, il va... Donc, pour moi, c'est ça le poète, c'est-à-dire il y a une mémoire de traces, de textes, mais il faut aussi pouvoir oublier ces traces et créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire l'enjeu, c'est... j'ai lu une fois que dans la littérature savante, quelqu'un voulait être poète. Et il est allé chez un grand poète, il lui a dit « je veux être poète ». Alors il lui a dit « avant de devenir poète, vous devez apprendre par cœur tel nombre de vers ». Et c'était un nombre énorme. Bon, il est allé, il a appris par cœur, il est venu, il a dit « bon, écoutez, je peux vous réciter les vers, les poèmes que vous m'avez dit de apprendre ». Bon, d'accord. Maintenant, il a dit « il faut que vous les oubliez ». Donc il faut avoir une mémoire, mais en même temps une mémoire oublieuse. Je veux dire par là que le préavis qu'on a vis-à-vis de la poésie, c'est vrai que les gens aujourd'hui lisent moins de poésie, mais en même temps, je pense aussi que le public est devenu plus exigeant. Et que plus que la sensibilité, il veut des poètes qui sont capables d'inventer des formes. Et c'est pour ça que l'analogie avec Robinson Crusoe, en plus je ne parle pas de la partie où Robinson Crusoe est un évangéliste qui christianise d'autres peuples, etc. Mais je parle en l'occurrence de cette
possibilité d'inventer une nouvelle forme à partir de quelque chose, d'une mémoire. Et je parle aussi de cette solitude et de cette nudité dans laquelle se trouvait Crusoe tout seul sur l'île, sur cette île. Tu affirmes aujourd'hui au Maroc comme auteur d'un troisième recueil de poèmes, et poème en sol majeur, de l'Armatan, ça date de 2015. Et tu as écrit auparavant Je ne mourrai pas avant le printemps, en 2012, toujours à l'Armatan, et La clairière du champ demeure Marrakech. C'était un prix Guatamilia en 2014. Les thèmes qui traversent cette œuvre, c'est le silence, la nuit, la solitude bien sûr, le sujet, l'appel à l'autre, le désir d'aller du confiné vers l'ouvert. Ta poésie, j'estime qu'elle est très riche, c'est une poésie méditée, une poésie féconde. Et je voudrais maintenant, pour revenir sur la solitude, peux-tu me parler du titre, poème en sol majeur, avec cette dimension solennelle de la solitude? Je n'envisage pas la poésie sans la pensée. C'est-à-dire je ne sépare pas les deux. C'est-à-dire qu'au contraire, même la poésie elle véhicule une pensée et ça relève même de la nature du langage poétique qui est un langage dense et avec différentes strates de sens et où il y a une responsabilité plus forte vis-à-vis de la langue. Et il y a une recherche d'un langage archaïque, adamique, etc. Et du coup, je pense qu'il y a une... On ne peut pas séparer les deux. Et je savais que... Enfin, je présumais que ce titre allait interpeller poème en sol majeur, et en l'occurrence, dans la récurrence de cette thématique de la solitude. Mais l'enjeu... Ici, dans ce titre, Poème en sol majeur, d'une part, il y avait un enjeu poétique, c'est-à-dire faire un titre qui serait en quelque sorte intraductible, parce que, bon, peut-être il est facile de le traduire en espagnol, parce que sol, aussi bien le terme musical que le terme solitude, c'est solo, poema sin solo mayor, et c'est possible. Cette traduction, mais je ne vois pas comment on peut le traduire en arabe et je ne vois pas comment on peut le traduire en anglais tout en gardant la même nuance, c'est-à-dire au lieu de mettre sol, poème en sol majeur, j'ai mis poème en sol majeur et l'enjeu pour moi était de trouver un énoncé qui serait presque intraductible parce que je pense que c'est aussi ça relève du travail du poète de pousser la recherche au niveau de la langue le plus loin possible. De sorte que la langue soit en elle-même irréductible. Mais il y a aussi un aspect politique dans ce titre, poème en sol majeur. Très jeune, j'ai compris qu'on est dans une société où le poids du collectif prend le dessus sur l'individuel. Et je est presque inexistant dans la société. Les gens disent moi, je, etc. Mais il n'y a pas une subjectivité assumée. La subjectivité est noyée dans l'anonymat du collectif. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une possibilité de majorité, moi j'aurais aimé inventer le mot majorité, pas majorité. Il y a une possibilité de majorité ou de majorité par le jeu en face de la tyrannie du groupe. Et c'est ça, et j'en parle d'ailleurs, j'en parle à l'intérieur parce que quelque part la problématique, s'il y en a une, mais pas seulement dans les poèmes, mais dans les essais que j'écris, etc., c'est finalement la question du sujet et de la différence. Et comment le sujet peut vivre sa différence dans une société où c'est l'identique, le même, la ressemblance qui fait qui est éclatante. Et donc dans une société où là, voilà, je ne dis pas que dans notre société la subjectivité n'est pas remise en question. Bien sûr, la subjectivité n'est jamais acquise. La subjectivité, c'est un travail constant. Je et vide. C'est toujours, il faut l'occuper et toujours, il faut faire attention pour qu'il ne soit pas animé, il faut le désanimer déjà vis-à-vis de soi, le désanimer vis-à-vis de l'animation qui peut venir de l'extérieur et qui peut prendre différentes formes parce que la subjectivité peut aussi être
on peut tomber aussi dans l'individualisme de masse, comme dans beaucoup de sociétés occidentales, etc. Et donc, c'est toute ce conflit, parce que c'est de l'ordre aussi du conflit, pour exister en tant que jeu. C'est un livre divisé en 5 parties, l'horizon et le champ, exil, avec un trait d'union entre exil, qui mérite aussi dans son attache, Noctonville, poème périphérique et enfin la mer tout près. Mais aussi ce qui est très intéressant, c'est que le poème commence par un retour et finit par un départ. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à cette idée? Dans ce recueil, le chiffre 5, d'abord dans tous les recueils, il y a un chiffre. Dans tous les recueils, par exemple, dans Je ne mourrai pas avant le printemps, c'était le chiffre 4. Dans Poème en sol majeur, c'est le chiffre 5. Et dans La clairière du chant, c'est aussi le chiffre 5. Sauf que la symbolique du chiffre 5 dans La clairière du chant est restée énigmatique. 5, pour moi, c'est le chiffre de l'ouvert. Pour la simple raison que il y a les 4 points cardinaux, donc avec la symbolique des points cardinaux, etc., la croix, la passion christique, etc. Et en même temps, la croix, c'est aussi la possibilité de l'étreinte du monde. Mais j'ai ajouté à une autre branche un 5e point cardinal, et c'est l'inconnu. D'ailleurs, dès le 2e poème, je le dis, je m'en reviens dans l'enceinte de ton patio, déterrer ta rosace, ouvrir tes 7 portes aux 5 points cardinaux. Donc il n'y a pas 5 points cardinaux, il y a 4 points cardinaux. Mais le 5e point cardinal, c'est l'inconnu. L'inconnu, c'est pas ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on ne connaît jamais. L'inconnu est inépuisable. Donc, c'est le chiffre de l'ouvert, c'est le chiffre de ce qui n'est pas... Maintenant, effectivement, dans le recueil, il s'agit d'un retour. D'un retour de quelqu'un qui revient de très loin. Et d'ailleurs, on peut dire que le premier mot du 2e poème, c'est ferveur. Ferveur d'ici, d'ailleurs, fait allusion au recueil de poèmes de Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires. Et donc, il y a tout de suite l'évocation d'un lointain, l'Argentine de Borges. Pourquoi Fervor de Buenos Aires? Parce que tout simplement, quand je dis Fervor de Buenos Aires, j'ai l'impression que Borges, il parle d'une ville orientale, il parle du Muezzin, il parle du patio, il parle du minaret, il parle du coucher du soleil, du crépuscule, etc. Et chaque fois que je lis Fervor de Buenos Aires, j'ai l'impression que Borges était en train de cheminer dans une ville orientale, dans une ville... à Marrakech aussi. D'ailleurs, j'en parle Borges à Marrakech. Et ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas de mon point de vue, c'est comment les territoires réels, les géographies réelles, on va dire le Maroc, la France, Paris, etc., et les géographies imaginaires, c'est-à-dire les géographies qui sont tracées par l'écriture, par l'art, par la chanson, etc., ne correspondent pas. C'est-à-dire la géographie imaginaire est toujours plus dilatée, plus grande, plus large que la géographie réelle. Et donc ici, il s'agit d'un personnage qui revient très loin, et tout de suite avec l'évocation de ferveur, on a Satark, Marrakech, Buenos Aires, cette étendue-là qui s'ouvre, mais en même temps, celui qui revient de plus loin aussi dans le temps. Quand je dis le corps gercé comme terre d'argile cuite, l'œil trempé dans le silence d'une nuit qui aurait pu être sans fin, un silence de hockey qui bute sur la croûte durcie d'une ancienne blessure, le visage à moitié rongé par l'ombre et le sel. Et l'évocation pour moi de l'ombre et le sel, en plus le corps gercé, et pour moi, en tout cas, dans le travail délibéré de l'écriture, etc., que je vous disais, c'est l'évocation de la Cannes. C'est la déportation des Noirs, parce qu'ils étaient dans l'ombre et le sel, c'est la mer. Et donc,
on a ce retour aussi de quelqu'un qu'on peut supposer noir, qui a été un jour déporté. Mais on a un retour de quelqu'un qu'on peut imaginer comme un personnage adamique, parce qu'il y a un retour de plus loin, le corps gercé comme terre d'argile cuite, on est encore plus proche de la première création, du premier homme façonné dans la terre, etc. Et puis qui revient dans le patio. Je m'en reviens dans l'enceinte du temple patio, déterrer ta rosace, ouvrir tes 7 portes aux 5 points cardinaux. En même temps, ce n'est pas un retour vers une autochtonie fermée, parce qu'en même temps, je reviens déterrer ta rosace, ouvrir tes 7 portes aux 5 points cardinaux. Donc, on vient d'un ailleurs vers quelque chose qu'on peut imaginer comme une origine, mais ce retour en même temps, ce n'est pas un retour vers quelque chose, à quelque chose de clos. Le poème, comme un voyage entre toi et moi, le poème comme un voyage entre toi et moi, entre moi et moi. Vers quoi? Vers l'inconnu. On ne sait pas la destination de toute façon de l'œuvre et on ne sait pas notre destination. L'autre non plus, on ne sait pas à quel moment on va s'arrêter l'œuvre, on est toujours dans l'ordre de l'inachevé. L'avant-dernier poème, l'étoile de mer, le même personnage qui est revenu va se jeter à la mer et va revenir à la mer. Donc il va laisser tomber son appareil photo, son petit carnet, etc. Après, voilà, si vous dites pourquoi il va se jeter à la mer, pour l'étoile de mer, pourquoi l'étoile? Parce que la symbolique de l'étoile dans la religion, en l'occurrence l'étoile de David, les étoiles dans les drapeaux, toutes les nations, beaucoup de nations mettent des étoiles dans les drapeaux, c'est une façon aussi d'annoncer ou de dire que non seulement on maîtrise la terre, la mer, mais on maîtrise aussi le ciel, donc il y a aussi cette volonté de puissance qui est exprimée, etc. Et puis cette étoile-là, qui est objet de conflit parce que les Arabes aussi ont leur étoile, les Juifs ont leur étoile, je la jette à la mer. Je la jette dans un espace qui est ouvert, dans un espace, voilà, et je la fais naviguer. Et en même temps, je dis, parce que les Palestiniens disent, on veut jeter les Juifs à la mer, et les Juifs disent, on veut jeter les Palestiniens à la mer, mais ni les uns, ni les autres savent la vertu de la mer. Est-ce que l'humanité doit à la mer? Donc c'était ça La première partie, l'horizon et le chant, me rappelle vraiment le clair du chant qui était ton grand poème précédent sur les éloges de la ville de Marrakech. Est-ce que de cette manière c'est une variante, une variante plus poussée du livre précédent? Je veux faire un quintet poétique. Donc là je suis au 3e opus. Donc je ne sais pas compter, je vais faire le 5e quintet poétique. Et donc les 3 recueils, pour moi, je fais en sorte qu'ils se tiennent la main, que chaque recueil tient la main à l'autre, etc. Alors pourquoi il y a quelques reprises dans cette première partie? Parce que tout simplement, le chiffre 5 était resté une énigme dans le premier, dans le deuxième recueil. C'est-à-dire que je dis que la rosace a 5 branches, mais je ne précise pas pourquoi ce chiffre. J'évoque encore une fois la rosace dans ce recueil. En même temps, je dis son quinte pointe vers l'inconnu. Son quinte pointe vers l'inconnu. Après, bon, il y a toute une référence à l'allusion à la poésie de Pessoa, au quinte empire, etc. Sur Pessoa, c'est ce que je voulais poser comme question, c'est cette deuxième partie, tu l'as intitulé Exil, avec un trait d'union entre ex-île, qui moi me suggère beaucoup de choses. Il y a toute une série de poèmes très intéressants, très ambitieux dans cette partie. Je peux mentionner Sur la route de Tombouctou, c'est le poème Sigil, où tu évoques la ville d'Agmat avec tout ce rapport formidable avec ce roi poète al-Moutami, et aussi une vision, on va dire, sans concession de la ville d'Agmat d'aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse pour moi, c'est le poème, ce qui m'intéresse le plus dans cette partie, c'est le poème Azulejos, un poème aux connotations clairement du fado et de Lisbonne. C'est un poème aussi fruit d'un voyage que tu as fait à Lisbonne. Lisbonne m'a semblé une ville désorbitée, c'est-à-dire une ville excentrée, c'est-à-dire c'est une ville
atlantique, mais en même temps j'ai l'impression que c'est une ville méditerranéenne. Et Lisbonne, en tout cas, tel que je l'ai senti, c'est comme, et encore c'est ça, on revient à cette question de l'adéquation entre la géographie réelle, le territoire réel et le territoire imaginaire. C'est-à-dire, j'ai vu à Lisbonne, mais aussi en Espagne, mais je crois plus au Portugal, l'Afrique blanche. Et quelque part, et puis il y a un contraste à Lisbonne, il y a quelque chose de moderne et quelque chose de vétuste qui fait penser aux villes orientales, aux villes de l'Orient. À Lisbonne, j'ai fait en fait, c'est une bonne intuition le fait que tu mettes le doigt sur ce poème, et en l'occurrence sur le mot Azulejos, parce que je me rappelle très bien quand j'ai entendu ce mot Azulejos, c'était en cheminée pour aller vers le quartier Alfama, et on s'est arrêté devant, encore une fois une coïncidence, devant la fontaine. Une fontaine qui s'appelle la fontaine du poète. Azulejos, c'est le terme pour parler des petites pièces de céramique qui forment la décoration typiquement, non seulement au Portugal, mais aussi en Espagne et en Europe. C'était devant la fontaine, cette fontaine qui s'appelle la fontaine du poète. Il y avait un guide qui parlait en français à des touristes français et qui leur parlait justement des azulejos. Et il a évoqué à ce moment-là que ça cheminait du Maroc vers l'Espagne, puis de l'Espagne vers le Portugal. Et ça a été le déclencheur d'un autre voyage dans le voyage. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voyager dans Lisbonne en cherchant Lisbonne arabe. Donc c'était... Bon, je vais lire ce poème. Lisbonne, une partie parce qu'il est long, c'est 2 pages et demie, donc je ne vais pas vous ennuyer, parce que ça risque. Enfin, c'est difficile de suivre 2 pages. Lisbonne, ville qui s'odore dans le crépusculaire du Tage. Note pour l'éphéméride de ce jour qui naissait, une autre carte pour ce voyage qui s'est frangé sur les seuils infinis. Pratiquer Lisbonne. Déambulation accordée à son horloge topographique par ses rues escaliers, escale sur des miradors et placettes en charme, ajuster note et prise de vue, et de nouveau naviguer, faire des heures comme on dit ici, traîner sur les circuits déconseillés par le catéchisme et l'office des agences de voyage, prendre la ville dans le pont, se réincarner dans ses azulejos, dans la rumeur enceinte du Tage, dans le sel de sa mère, dans sa pierre, être la pierre qui dérivait, le funiculaire qui fatiguait la pente, qui fatiguait le funiculaire, être Alberto Caeiro et Lisbonne l'hostie qui fondait dans ma bouche, sous ma langue, se convertir à Lisbonne. Intermède sur le quai tout à l'heure zénithale, un mannequin comme un ange dévergondé posé devant le Tage, au-delà l'océan. L'infini océan qui boit depuis des siècles le Tage. Ne suis-je pas moi-même un enfant atlantique? Et de nouveau le chiado, café à Brasileira, serein c'est l'œil, oui serein c'est l'œil, Nat veillé. Devant la fontaine de Poeta, le mot retentit dans l'écho d'autres mots. Alfarabista, Corpo, Drogman, comme la sonde des temps anciens et un lever de rideau. Lisbonne noire, Lisbonne arabe. Lisbonne des routes maritimes, Lisbonne des peuplades urbaines dans l'espoir, carte insulaire, blessures, de vieilles blessures de lignées bifurquées, de corbeaux éternisés sur des siècles et de conversion par le châtiment du feu. Fado, 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 chant vertical, bairo alto, moralia, mur pelé de l'exil et de l'outrage, port altier des fadistas comme la proue d'une nef, comme une nef donnant dans le vif de la mer portugaise. Voix où se déchirent des voiles dans la gueule du monstre Poséidon, le criminel, le maudit, quai de l'attente. O mi amigo Jao, mouchoir d'adieu sur la ligne éternelle de l'horizon. Crépuscule en pleurs, nuit sans fin trempée dans l'eau de vie.
mémoire des terres lointaines, ennemies, ô mer et désert, et palmeraies, et filles, et cheveux, et chevaux alezans, et poètes mystiques du sud naufrageurs. Mouros, mouros, judaria, vestigios, merveilles à fleurs de pavage, et sur les murs, arabesques, calligrammes, fastroniers, feuilletons sans fin, où, comme un personnage à masque interchangeable, je serais un roi exilé qui aurait perdu 2 royaumes dans le désert, un noir châtré dans le château de South George, un poète sur le chemin sans fin de ses retrouvailles, ce qui resta d'une république de corbeaux disparus, une rosace, un radeau de pierre, le château en ruine de Sacarneiro vêtu de son frac, attendant la mort dans son hôtel à Montmartre, au tenant la main de Nat, dégustant un pastéis de nata, et sans se retourner sur Lisbonne, nous nous embarquerions. Lisbonne, comme s'il naviguait vers elle-même, un nuage de moët obstrué à la dernière vue, le blanc maculé. Bon, cette idée de Lisbonne, un peu bloquée, enfermée dans un dilemme qu'elle n'arrive pas à résoudre. Il y a un dilemme qui apparaît aussi dans le poème, c'est tout le projet d'ouverture que fait Fernando Pessoa, un projet moderniste, un projet qui projetait la langue portugaise vers l'avenir. Et il y a aussi une partie du Portugal qui me fait mal, c'est la partie du Portugal du passé. C'est le roi enfant, c'est Sébastien qui est mort ici au Maroc, d'ailleurs dans une bataille, comme tu dis, qui a perdu le royaume. Il y a cette contradiction de l'âme portugaise entre une nostalgie dure, une nostalgie castratrice, et en même temps cette force de cette figure Pessoa que en même temps, tu évoques très bien, il est devenu un objet de consommation qui est maltraité. Avant de rentrer, j'ai acquis un livre de Pessoa. Le dernier recueil qu'il a écrit d'ailleurs directement en portugais parce que pendant toute sa vie il a écrit en anglais, etc. Mais le dernier poème qu'il a écrit, le dernier recueil qu'il a écrit s'appelle Messagem, message, portugais, et c'est en quelque sorte un testament. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une douleur portugaise. Ça m'a fait mal, en fait, de savoir qu'il y a une douleur portugaise, une mélancolie dont parle le fado, mais qu'on voit dans les yeux, qu'on sent dans la littérature, qu'on sent pas dans l'air, comme ça. Et l'origine de cette douleur, c'est le Maroc. Le Maroc, en quelque sorte, était le fossoyeur du rêve de l'hégémonie du Portugal. On connaît bien sûr l'histoire, on connaît cette bataille qui a permis, Rodon Sébastien est venu, il est mort au Maroc dans une bataille, et comment l'Espagne, c'était à ce moment que l'Espagne a mis la main sur la Méditerranée. Et en fait, dans ce livre de Pessoa, il revient sur cet échec de Don Sébastien qui avait un rêve de conquête, qui voulait conquérir toute l'Afrique, et il fallait commencer par le Maroc. Sauf qu'il était mort dans le désert. Pessoa, il dit pas le Maroc, il dit l'Afrique, les sables de l'Afrique. Et Pessoa, dans Messagem, il entretient encore le rêve mystique et réel en même temps d'un empire portugais qui va renaître. Il l'appelle d'ailleurs le Quinté Empire. Et il attend le retour de ce roi parti. Je l'appelle l'enfant roi parce que Don Sébastien était très jeune quand il a mené cette guerre. Ce qui est très beau dans le poème de Pessoa, quand il parle de Don Sébastien, à aucun moment il ne remet en question sa tentative. À aucun moment il dit par exemple il critique sévèrement, ou non, pas du tout, au contraire, il trouve que l'entreprise démesurée de Don Sébastien, au contraire, il dit c'est ça la vie, c'est-à-dire la vie il dit l'homme sans folie qu'est-il, et l'homme sans folie qu'est-il, sinon cadavre ajourné et qui procrée. Donc au contraire, lui, il cautionne cette tentation de la démesure, de la folie, de quelque chose d'extravagant, etc. Ce que je n'ai pas, ou en tout cas, là où j'ai, si vous voulez, tout en dialoguant avec ce livre de Pessoa,
et en même temps en pervertissant le chiffre 5, c'est que là, au Pessoa parle du Quinque Empire et d'un empire hégémonique. Il dit d'île en continent. D'île en continent. Moi, j'inverse en disant de continent en île, c'est-à-dire, et en même temps, je confronte deux poétiques. Il y a la poétique de Pessoa, là, avec cette océanique, etc., et la poétique de Glisson. Glisson est dit, Édouard Glisson est dit, que j'aime beaucoup, que les océans, tous les océans ont été toujours associés à l'hégémonie, à l'empire, à la volonté de conquête. C'est pourquoi lui, il avance la notion d'archipel. La notion d'archipel, il dit les îles, non, les îles ne sont pas dans la volonté de puissance. Les îles, elles sont décentrées. Et donc, et justement, Édouard Glisson, il ne dit pas de continent d'île en continent, de continent en île. Et donc, reprenons le chiffre de Pessoa, qui est ce chiffre-là de la puissance, de la volonté de puissance, qui est le chiffre 5, le Quinque Empire. J'en ai fait un chiffre d'ouverture et d'infini et de mondialité. Mais encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'influence hispanique dans mon recueil. Il y a non seulement Pessoa, non seulement Édouard Glisson, même si c'est un créole, même si c'est de la poésie créole, de la créolité, mais pour moi c'est aussi de l'hispanité d'une certaine façon. Mais en l'occurrence, un roman que tu dois connaître certainement, qui est le roman de Saramago, Le radeau de pierre. Et dans ce roman de Saramago, la presqu'île ibérique, à un moment donné, elle va se détacher du reste de l'Europe. Et elle va partir à la dérive. Donc, je mélange ces trois poétiques, sauf que la pierre, elle dérive. La pierre, on parle aussi, José Ángel Valente, la piedra el centro, cette pierre à la recherche de son centre, mais il ne se rend pas compte qu'en fait le centre qu'il cherche c'est elle-même, etc. Sauf que moi je prends cette image de la pierre qui dérive, mais j'archipélise la pierre, je dissous la pierre, parce qu'une pierre qui dérive, il a encore une consistance d'une pierre. Et donc je la dissous. Et cette dissolution de la pierre, c'est le monde de l'ouvert, c'est le monde de l'infini. Dans cette même partie, tu dis un poème à un peintre de Marrakech d'Irak, Taha Sabier, et tu parles, c'est un poème sur la patrie. Je voudrais que tu lises ce poème sur la patrie et que tu évoques pourquoi tu as employé un vocabulaire D'abord, c'est un ami. Deuxièmement, je suis très sensible à sa souffrance, même si il est très discret sur sa souffrance. C'est un artiste, c'est un peintre que j'admire beaucoup, dont j'apprends beaucoup de choses. Et puis, je problématise encore une fois la notion de l'identité, la notion de l'appartenance à un lieu, encore une fois, parce que c'est pour ça que je dis Marrakech d'Irak. Et la dernière chute du poème, elle dit ni patrie ni exil, l'antre. Oui, juste, voilà. En ce sens que il n'y a pas de. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas appartenir, ancrés définitivement, réellement dans un lieu précis, mais qui se sentent au moins entre deux lieux. Et c'est pas forcément une. C'est pas forcément une. Ils ne sont pas déchirés, divisés, non. Et c'est une façon de vivre aussi de vivre. La preuve, toi, mais tu n'es pas le seul. Parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais sortis de leur vie, mais ils sont dans de lieux réels et imaginaires, mais ça peut être aussi des lieux en deux lieux réels. La patrie est une vieille écharpe, et triant un cœur gros comme un sac de larmes, s'essorant sur les terres labiles de l'exil. La patrie est une vie pleine de trous comme des silos,
où des morts en croix, brillant de leur regard figé le ciel oublieux, dressent des torses matriculés en guise d'épitaphe sans nom. La patrie est une terre qui se dérobe chaque jour sous les pieds des cheminants. La patrie est un boulet de fer que les rescapés traînent au bout de la nostalgie et marchent sur la route des cèdres. La patrie est une épopée errante. La patrie est une femme violée, brûlée, mutilée, décatie, qui se fait toujours aimer et s'interdit. La patrie est un mur de ciment armé avec une seule meurtrière qui vise et rate l'oubli. La patrie est un zinc rouillé dans un coin de la mémoire, un papier crayonné de caractères sumériens et de hiéroglyphes, une gaze tachée de feu et de cendre, un tableau où les morts reviennent, posent sous les coupoles comme des momies verticales, des villes s'embrassent, troquent la géométrie de leur sang et les légendes de leur sang, s'en délestent avec l'élégance d'un trait koufi, puis de nouveau s'embrassent avant de partir avec la prestesse des tragédiennes, légères et graves comme les automnes de la vie. La quatrième partie, poème périphérique, inclut un poème qui est pour moi très intéressant. C'est Concours pour le mérite de la nation. Entre autres parce que dans la forme, il y a toute une série de personnages qui chacun parle au nom symbolique, comme une espèce d'allégorie, au nom d'une partie de l'identité marocaine. Nous avons le berbère, nous avons le romain, le phénicien, nous avons le français, l'espagnol. Et nous avons finalement le nègre que tu évoquais tout à l'heure, le N apostrophe nègre. Tu dis, moi le nègre, moi qui m'extirpe tous les jours, je suis nègre comme Hannibal, comme un Rome, comme Federico García Lorca, comme le marchand, l'avocat, le magistrat, le général, la vie de Montgesson de Rimbaud. Je suis nègre, je suis le sujet et la différence maculée. Je crois qu'il y a une dimension presque de manifeste dans cette affirmation, pour moi, insolite. Tu voudrais dire quelque chose sur ce nègre, c'est manque de l'aigreur aussi. Ce poème est un poème dramatique. Dramatique dans le sens, pas dans le sens de poème triste, mais dans le sens où il y a une mise en scène. C'est-à-dire il y a une théâtralité, et en fait j'imagine des personnages, différents personnages. J'imagine les différentes civilisations qui sont passées par le Maroc. Chaque civilisation va déléguer quelqu'un qui va défendre son honneur sur le théâtre de la nation et pour mériter la nation. Et donc, on va avoir le Phénicien avec bien sûr une forme d'ironie parce qu'il y a toujours un ton de gravité, de solennité, etc. exagéré. Et donc le Phénicien va dire je suis ceci, l'Amazigh va dire l'arabe, le français, etc. Mais le noir ne remonte pas. C'est-à-dire, l'Amazigh, il trouve de la fierté à remonter sa généalogie, à dire mes ancêtres étaient ça, ma civilisation était ça, ma langue était ça. Mais le noir, à ma connaissance, en tout cas dans la société marocaine, il refoule ça. Tu n'entends pas dans la société marocaine un noir, il te dit moi j'appartiens à une généalogie, mes ancêtres étaient ça. Il refoule ça. C'est-à-dire pour communier avec la société, pour exister dans la nation, ils refoulent ça, ils ne le disent pas. Donc ils se renient pour communier. Et donc il y a comme un refoulement et un déni d'une descendance, d'une généalogie, etc. Sachant que voilà, le chant de la négritude a montré que les Noirs, ils ont une civilisation, une grande mémoire, etc., des traces, c'est important. Mais ce poème est très important pour moi dans le sens où je pense que je suis le premier écrivain marocain qui dit expressément, qui écrit « je suis noir, je suis nègre ». Il y a eu avant des artistes qui le disent. Par exemple, Mohamed Khaireddine, il le dit, mais il est blanc. Bon, il est blanc marocain.
il y a Daoud Oulansiyed, par son cinéma, il amène la négritude. Il amène la négritude à son cinéma. Mais il ne dit pas ça, il amène la négritude. Il y a Mohamed Najib quand il travaille sur l'esclavage, etc. Mais il ne pousse pas là. En plus de dire ça, je suis noir, je suis nègre, je dis nègre avec N apostrophe aigre. Le N de la négation comme le A privatif et fonctionne ici comme... c'est-à-dire, d'abord, il n'y a pas d'aigreur, parce que je suis un jouisseur, donc il n'y a pas d'aigreur. Je dis je suis noir, je suis nègre, je revendique une forme de négritude, parce que ça fait partie de mon identité physique, etc. Mais en même temps, en empruntant, en disant je suis nègre comme Rimbaud, comme le magistrat, etc., cette négritude, elle appartient à qui veut la revendiquer. Moi, je n'en fais pas une propriété exclusive et chacun est libre de se revendiquer de l'identité qu'il veut. Voilà. Et ce qui m'intéresse ici, c'est-à-dire il y a au moins deux façons de voir, ou peut-être aujourd'hui trois façons de revendiquer la négritude. Il y a celle qui a été instituée avec Aimé Césaire et avec Léopold Sédar Senghor, et qui est en quelque sorte une négritude plutôt autochtone, si on veut dire. Mais il y a une négritude qui a été revendiquée par d'autres poètes, et pas seulement par Édouard Glissant, qui est poète de la relation, philosophe de la relation, mais même Federico García Lorca, dans Poeta en Nueva York, mais aussi comment il amène le chant gitan à sa poésie. Il y a une revendication de la négritude. La négritude, c'est pas forcément une couleur de peau, c'est un chant, c'est une littérature, c'est une danse, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette négritude diasporique. C'est cette négritude intermittente. Je me pose la question, je me suis posé la question, je me suis dit, Ulysse ne peut pas être noir. Ulysse ne peut pas être noir, parce que pour être Ulysse, il faut être blanc et libre, pour faire un voyage volontairement. Donc, Ulysse ne peut pas. Mais, par la violence de la déportation, les Noirs ont voyagé. Et à force de voyager, cette diasporicité, cette vérité de la diaspora qui est devenue associée au destin des Noirs, c'est ça que je retiens. C'est cette possibilité d'une négritude, mais qui se déplace, qui est partout dans le monde. Non, pour moi, c'est presque une archi-conscience de la pluralité identitaire marocaine, d'une part, mais en plus, toi, en tant que lecteur, tu es le croisement de la poésie française, de la poésie latino-américaine. D'une certaine manière, il y a toute une série de croisements qui trouvent dans ce nègre, cette cristallisation de ce concept de nègre. Je ne sais pas si on peut appeler ça une archi-conscience rédemptrice. Moi, c'est l'imaginaire, tout simplement. C'est, comme je t'ai dit, le territoire réel ne correspond pas au territoire imaginaire. Le territoire géopolitique, la géographie réelle, etc. ne correspond pas à la géographie imaginaire. Et c'est la géographie imaginaire qui m'intéresse. Parce qu'il y a plus de... c'est libérateur. Tout simplement, ça fait tomber les frontières, ça fait tomber les murs. Même si ces murs-là, ils existent, ils tombent. Comme je l'ai dit quand j'ai présenté la clairière des champs, je pense que tous les lieux du monde voyagent. Chaque fois que quelqu'un voyage, il porte avec lui une part du territoire ou du lieu qu'il a habité. Il le porte avec lui sur son corps, dans sa façon de manger, etc. Et ce qui fait que les lieux bougent, et qu'il y a une dérive constante, et qu'il y a une archipélisation constante du monde, etc. Mais c'est la réalité du monde aujourd'hui. On n'invente rien. Vous allez dans n'importe quel quartier, même les pays comme le Maroc qui étaient à l'abri de ce genre de mélange. Aujourd'hui, regardez, allez à Casablanca, à Rabat, Tanger, à Marrakech, vous allez voir de quoi est constituée la société. La différence, c'est d'assumer
ce métissage. C'est de le, on va dire, entre guillemets, rentabiliser, de le fructifier. C'est ça la différence. On approche de la dernière partie, enfin, c'est la mer tout près, qui inclut un poème que tu as mentionné tout à l'heure, l'étoile de mer. D'évoquer toute la richesse symbolique de l'étoile. Je voudrais que, si tu veux bien, lire le poème l'étoile de mer. Il était un grand marin qui aurait connu les océans et leurs secrets enfuis, et dont la vie tardivement sédentaire était le résultat d'un lent dressage. Mais comme un animal sauvage, l'instinct en lui préserva intacte une mémoire lointaine, hantée par des cales, des îles mystérieuses, la voix rauque des pirates, des colibris, des plages blanches, des amours avisés. Cette vérité aussi incrustée en lui qu'un vieux désir le surprit cette nuit, la mer recouvrant la désolation de la ville depuis des siècles abandonnée à l'intraitable désert est venue lécher ses pieds. Ce fut un doux chatouillis qui le fit frémir de douceur, laissant un goût de sel sur sa langue et sur son corps dénudé par le reflux, le tracé inégal de l'écume et les dépôts irréguliers de l'algue ont dessiné une carte pour un monde à venir. Et l'été, second épisode de son rêve, soudain, une vieille et grosse épave abandonnée sur quelques plages aztèques ou autres. Les riverains des sauvages qu'il avait rencontrés autrefois dans des pays imaginaires ont eu des destins inhospitaliers à son égard. Il fut sauvé par la mer. Un ressac violent l'arracha à sa torpeur où il était cramponné au sein de sa mère et la ville, attachée à sa cheville gauche, voyagea dans son sillage. Elle était désormais un continent transformé par la force de l'eau en un archipel qui voyage. Quand il se réveilla, dans son second rêve, il n'était plus chez lui. Voyageur parmi d'autres voyageurs, un peuple qui fit sa traversée vers une terre promise, espoir qui n'allait pas tarder à s'avérer être un grand leurre et une vive déception. Il se réveillait sur cette déception. Ne sachant pas encore sur quelle rive ni dans laquelle de ces villes il était, et s'il était en veille ou encore dans son rêve, avec un geste instruit par les ondes, il ouvrit la fenêtre, ses yeux, ses poumons et tous les pores de son corps pour accueillir la nouveauté du jour naissant. La mer envahit la pièce de son air céruléen, les mouettes donnèrent leur habituel balai rythmé de cris mystérieux, des pêcheurs échangeaient sourires et poignées de main, heureux de rentrer chez eux. Une barque s'était arrêtée sur la ligne médiane de l'horizon. Un araucaria élançait ses bras dans le vide contre le mur. Il aspira profondément l'air comme pour s'emplir de cette vitalité immense, si abandonné avec l'entière liberté des jours désœuvrés, capta plusieurs fois ce spectacle avec son appareil photo, nota une récente habitude les premiers mots qu'il prononça ce matin-là. De la lumière, encore de la lumière, rien que la lumière bleue. Puis elle entra avec la simplicité des gestes quotidiens, simple et pourtant vitaux, l'esprit dégourdi dans la grâce de cette journée. Son après-fait, elle quitta sa pièce. La porte se ferma derrière lui. Elle avança sur la plage, laissa tomber dans une indifférence calculée serviette, carnet de notes et appareil photo. Il se jeta à la mer. Donc, tu es prêt? Je commence le tour de reconnaissance. La photographie? La photographie a commencé. L'intérêt pour la photographie a commencé vers 15-16 ans, d'abord à travers les photos qui étaient publiées dans les journaux. Puis dans mon doctorat, j'ai travaillé sur le portrait photographique de l'écrivain. Et puis un jour, j'ai découvert la galerie 127. Je suis monté dans 2 escaliers et ce n'était pas pour rien. Et depuis, ma connaissance de la photographie ne cesse de s'enrichir. Ça fait maintenant la 6e année que je voyage à Paris au moment de Paris Photo pour voir l'actualité de la photographie. J'achète des livres autour de la photographie. Alors,
quand j'ai fait la première conférence sur la photographie au Percolateur à Marseille, chez Marco Barbone, je me présente en 2012, je ne me présentais pas comme critique de la photographie. Mais aujourd'hui, je me présente comme critique de la photographie parce que depuis, j'ai écrit sur photographe très intéressante, Amina Del, j'ai écrit sur Gabriel Vert, j'ai écrit sur Daoud Oulassied, j'ai écrit sur Richard Nahoud, et je continue, tu le sais très bien, je continue mes recherches sur la photographie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au Maroc, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a absence d'un vrai discours qui prend en charge la photographie. C'est-à-dire qu'il parle de la photographie, de l'intérieur de la photographie, c'est-à-dire qu'il met en relief le photographie avec des références, etc. Il y a beaucoup plus c'est-à-dire quand on parle d'un photographe, on va l'accompagner avec une écriture poétique, littéraire, etc. Mais il n'y a pas forcément un discours de réflexion sur la photographie. Mais en même temps, je ne veux pas que mon approche soit de l'ordre de laisser de la réflexion. Je ne veux pas que ce soit un discours sur la photographie, mais ça demande tout un cheminement. De mon dernier voyage, je suis revenu avec un livre sur Michael Duane, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et là, j'ai compris en fait ce que je veux faire. Enfin, j'étais en cheminement, était là, mais je trouvais une notion très importante, l'hyperlien, l'hypertextualité. Et je crois que c'est vers ça que je vais cheminer quand parlons de la photographie. Abdelkader Khatemi. C'est l'écrivain sur qui j'ai travaillé pendant 8 ans. C'est un écrivain difficile, complexe. Il n'est pas assez lu et les gens ne le connaissent pas beaucoup. Il a été reconnu par les grands, par Derrida, Barthes, Jean-Claude Ollier, et d'autres. Alors ce que je retiens entre autres de Khatemi, c'est une histoire très complexe. Si je en parle, ça va prendre beaucoup de temps. Ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est que Khatemi a avancé une notion de la généalogie textuelle. Et la généalogie textuelle, c'est-à-dire il dit qu'un écrivain, il ne pousse pas dans la nature, c'est pas une plante sauvage. Un écrivain, il est le descendant de plusieurs autres écrivains. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire pour écrire, il faut lire. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui était très exigeant vis-à-vis de la langue et qui pense qu'un écrivain doit réinventer la langue jusqu'à ce que la langue devienne étrangère par rapport à elle-même et par rapport à ses locuteurs natifs ou extra-natifs. Roland Barthes. Roland Barthes, encore une fois, je suis pas sûr qu'il y a une mémoire que la mémoire est entretenue. Roland Barthes était très intéressant pour le Maroc. Il est venu au Maroc vers 1965-66, première conférence, et puis il a passé une année au Maroc comme enseignant à l'université Mohamed V, 1970-71. Son passage au Maroc était très important. Il a fait avancer le Maroc sur le plan littéraire de 50 ans. Et c'est d'ailleurs, je reviens du temps, je continue à le lire, de toute façon Barthes il est inépuisable. Et j'en parle de Barthes, c'est notre prochain. C'est-à-dire il est à la fois le proche, mais en même temps il est notre futur. C'est-à-dire aujourd'hui, Roland Barthes, il peut être lu comme un éclaireur. Roland Barthes est un éclaireur, c'est-à-dire si on lit Roland Barthes, on peut savoir un texte médiocre d'un texte qui n'est pas médiocre. Donc déjà il y a voilà, mais encore une fois, ça c'est un autre. J'aimerais bien parler un jour de l'apport de Roland Barthes au Maroc, mais ça va être trop long. Hein. Son rapport à Khatemi, à Kilito, au cinéma, à Marrakech, le texte qu'il a publié par son vivant. Incident, où il parlait de son homosexualité, sa prostitution, entre guillemets, au Maroc, etc.
Tout ça est intéressant à évoquer. Il a dit une expression, je me rappelle, l'enfant, je crois qu'il a dit à propos du Marocain, l'enfant, je ne me rappelle plus cette expression, l'enfant qui dérive ou quelque chose comme ça. Ahmed Ouadani. De façon globale, je l'ai dit d'ailleurs avant-hier dans un hommage à Ali Hassan, le journaliste, le Maroc a raté le coach avec le cinéma deux fois, au moins deux fois, d'après ma connaissance. Il a raté le coach avec le cinéma vers 1901, 1905, 1906, parce que quand même Gabriel Vert était ici, à Marrakech d'ailleurs, pour enseigner la photographie au sultan Moulay Aziz. Et le sultan Moulay Aziz découvrait, on a découvert le cinéma très tôt, c'est-à-dire à peine inventé, c'est-à-dire Moulay Aziz a vu les vidéos. Et il a fait, lui-même il a fait des vidéos. Des films, tout simplement. Mais il n'y a pas eu de suite, ni pour la photographie, ni pour la vidéo. Et je crois qu'on a le deuxième rendez-vous manqué, c'était avec Bouanani, parce que Bouanani, dans une autre histoire, je pense que Bouanani, on aurait pu être dans la même situation, dans le même cas de figure que l'Iran aujourd'hui. C'est-à-dire on aurait pu faire, grâce à Bouanani, école. Et que le cinéma marocain ne soit pas juste que chacun crée un style, chacun d'un film à l'autre le style diffère, etc. Mais voilà ce que je peux dire. Mais c'est un génie, c'est un grand génie, et les scénaristes, et les romanciers, et les théoriciens, et les critiques du cinéma, et les poètes aussi. Jorge Luis Borges, tu en as déjà parlé. Encore une fois, Borges, c'est dire beaucoup de choses de Borges, c'est qu'il a aimé les Arabes, c'est très important, je ne peux pas ne pas être sensible à ça. Il parle du monde arabe. Il parle du monde arabe comme étant, comme s'il était arabe. D'ailleurs, il regrette de n'avoir pas appris un jour l'arabe. Et puis, c'est quelqu'un qui a revalorisé les milieux, lui, d'une façon ingénieuse et extraordinaire. Il y a une phrase de Borges qui me revient souvent, c'est quand il a pris la direction de la bibliothèque de Buenos Aires, il aimait beaucoup les livres. Et donc, le fait d'être enfin dans une grande bibliothèque, ça lui permettait d'avoir accès à tous les livres. Donc, enfin, il était content pour cet accès. Sauf qu'au moment où il a accès à la bibliothèque, il va devenir aveugle. Et donc, il va dire Dieu, merci, Dieu, je te remercie, tu m'as donné les livres et la cécité. Donc, c'est une façon de d'ironiser sur le sort. C'est-à-dire qu'on redonne une chose par la main droite. Et on vous le retire avec la main gauche. Fatima Mernissi. Fatima Mernissi, c'est, voilà, personne ne va, il vient d'être décédée, c'est une grande sociologue. Elle a joué un rôle très important dans mon émancipation, dans mon épanouissement intellectuel, parce que c'est une femme qui n'écrit pas que pour les femmes, elle écrit pour les hommes, elle écrit pour le couple. Je m'identifie quelque part dans Fatima Mernissi parce qu'il y avait une forme de retrait, de discrétion, de solitude, etc. Et il y avait beaucoup de souffrance, mais elle mettait toujours la jouissance et le plaisir devant la souffrance. Jamais elle n'était dans un ton pathétique, Fatima Mernissi. Et si je devrais un jour écrire, j'aimerais bien parler de ça, du plaisir qu'il prenait aussi pendant qu'il travaillait, écrivait, etc. Il y a une dimension qui n'a jamais très importante de Fatima Mernissi. Il était visionnaire, pour ne parler que des derniers écrits. Il était visionnaire par rapport au printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe, parce qu'il était parmi les rares intellectuels qui ont compris qu'il y a des changements qui vont arriver dans le monde arabe, justement à cause des nouvelles technologies. Et il était très attentif à cette révolution dans la société arabe. Il a commencé déjà, non, avant 2009. Il a commencé, non, déjà en 1999 ou 2000, il a sorti les Sinbad marocains. Et dans les Sinbad marocains, déjà, il parlait de cette révolution qui arrivait
grâce à la parabole, c'est-à-dire au fait d'avoir des chaînes satellitaires et que ces chaînes permettaient tout d'un coup d'avoir accès à l'information et à différents savoirs, en plus de l'accès à l'Internet, etc. Et donc c'était très important, pour elle c'était un indice de ce qui allait, arriver. Un photographe, Hicham Garlaf. Hicham Garlaf, il est prometteur, il a un regard neuf, frais sur le Maroc. Je trouve que ce qu'il fait, c'est un talent émergent, et ce qu'il fait est très beau, et il apporte un nouveau regard sur le Maroc. Il apporte un nouveau regard. Il y a un dépassement de ce qui a été fait comme photographie sur le Maroc dans son travail. Il y a quelque chose de contemporain, il y a quelque chose d'actuel, et en même temps paracoleur, pas aguicheur. Non, il y a qui correspond à son âge, à sa sensibilité, et puis il y a toujours une forme de poésie, de reportage, si on veut, poétique. Et puis, ce qui est très important dans son travail, ce qui me plaît beaucoup, dehors de cette contemporanité, du choix de la couleur, un choix très particulier de cadrage, etc. Et d'ailleurs, je le dis dans la carrière du chant, c'est qu'il ne se limite pas à la ville, parce que, par exemple, quand les gens écrivent sur Marrakech, ils restent à l'intérieur des remparts, ils ne sortent pas, comme si la ville n'évolue pas. Et je le dis dans la carrière du chant. C'est-à-dire il faut appréhender la ville par toutes ces manifestations, toutes les périphéries, les extensions, etc. C'est une façon de connaître la ville, de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais de l'intégrer dans l'imaginaire. Donc il ne faut pas réduire d'une façon ou d'une autre, même un écrivain, un Marocain, quand il veut sortir de l'exotisme, et qu'il réduit la ville à la Médina, est né dans une forme aussi de l'exotisme. Et Hicham Garlaf, il sort, il photographie la nouvelle ville, et ça c'est une belle démarche, c'est un bon travail. Un livre. L'étranger de Camus, et un personnage Meursault de Camus. Donc c'est le premier livre que j'ai lu pour moi, c'est-à-dire c'était ma découverte, mon choix. J'ai senti que voilà. Donc c'est le premier livre que je lis toujours, c'est le livre que je préfère. Aujourd'hui, maman est morte. Aujourd'hui, ma mère est morte. Peut-être demain. Un film. Le film c'est Mood for Love, c'est ça? Bon, quand même. Hein? The Mood for Love. C'est j'aime le film et j'aime la musique du film. C'est mon film préféré. Mood for Love. Enfin, un poème. Il y en a beaucoup. J'aimerais bien un jour écrire une anthologie de mes poèmes préférés, et un poème que j'ai redécouvert hier, revisité hier, c'est un poème d'Octavio Paz, Dos cuerpos frente a frente, etc. Tu connais voilà. Mais j'aime beaucoup un poème, je trouve que c'est un des mes préférés, d'ailleurs qui n'est pas écrit par un poète, mais qui est écrit par un prosateur qui s'est jamais revendiqué poète, Juan Goytisolo. Je me rappelle, je l'ai relu récemment, c'est Songe qu'avant de nous rencontrer, d'unir, etc. Je sais pas, il est dans Maqbara. C'est un petit très beau poème que j'aime beaucoup, j'adore. Voilà. Merci.